Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouveau chapitre d'histoire. Vous avez terminé votre travail sur la question des risques industriels et technologiques avec justement l'exemple du Japon. Donc normalement, j'ai dû récupérer tous vos travaux euh, aujourd'hui, un jeudi. Je les corrigerai et puis donc vous verrez, hein, donc sur le NT, j'indiquerai vos résultats hein, parce que je vais évidemment les noter. Euh, Vérifiez que vous me les avez bien envoyés, hein. Si jamais vous êtes en retard, prévenez-moi et dites-le moi, mais j'attends évidemment vos travaux normalement pour aujourd'hui. Donc je vous disais, aujourd'hui, un nouveau chapitre d'histoire, donc un chapitre qui s'intitule Du prince de la Renaissance au monarque absolu. On va étudier donc la période qui va du 16e, début du 16e siècle, donc des années 1500, jusqu'à la fin du 16e, du 17e siècle, pardon, donc jusque quasiment les années 1700, à même dépasser un petit peu, on va aller jusqu'en 1715, donc au début du 18e siècle, pardon, avec le règne de Louis XIV. Donc là, on retourne sur vraiment l'histoire de France, hein, on va s'intéresser donc finalement aux différents monarques hein, qui ont marqué ces deux siècles, hein, donc de François Ier jusqu'à Louis XIV. Hein, vous allez voir, on va parler principalement de trois monarques, donc François Ier, Henri IV et Louis XIV, même si on va quand même évoquer hein, les rois qui vont avoir finalement un rôle quand même sur cette période entre ces monarques-là, hein, comme Henri II rapidement, Charles X, et puis Louis XIII. Donc voilà, un tout petit mot de vocabulaire pour commencer, hein, ce qu'on appelle donc un prince de la Renaissance. Alors Renaissance, on va y revenir, mais un monarque absolu, c'est un monarque qui a vraiment tous les pouvoirs. Alors pour introduire ce chapitre, quelques documents pour finalement faire référence finalement à tout ce que vous avez vu dans vos deux chapitres d'histoire précédents, donc celui qu'on a pu faire ensemble et celui que vous avez fait normalement avec Madame Charletti. Donc d'un point de vue du contexte historique, donc début du XVIe siècle, normalement vous avez dû voir que le XVIe siècle c'est en plein milieu de la Renaissance, hein, ce courant finalement artistique et intellectuel hein, qui a débuté finalement presque 100 ans plus tôt, au début du XVe siècle en Italie, courant d'abord intellectuel hein, qui est marqué par l'humanisme, vous avez dû voir ça également, hein, ce courant qui fait que tout d'un coup hein, on a une perception de l'homme qui est différent, hein, on s'intéresse à nouveau aux écrits donc de l'Antiquité, donc on s'intéresse aux grands philosophes grecs, on s'intéresse finalement vous savez, beaucoup plus à l'homme, et on est persuadé que l'homme finalement est capable de progrès, il est capable de découvrir des choses, et on met un petit peu en retrait la religion. Hein, c'est ce nouveau courant intellectuel qui se développe et qui est mené entre autres par un personnage qui s'appelle Erasme, sur lequel vous avez certainement dû travailler. Si c'est pas le cas, prévenez-moi. Si vous n'avez pas du tout travaillé sur l'humanisme, prévenez-moi, et puis on aura l'occasion d'en reparler au retour des vacances. Mais si vous avez vu ça avec Madame Charletti, c'est très bien. Donc voilà, ce document, entre autres, hein, que je vous présente ici, c'est Léonard de Vinci qui l'a réalisé, et qui représente bien finalement cette idée que l'homme est au cœur de l'étude, justement, des artistes, des intellectuels de cette époque-là. Et puis, cette renaissance, elle est marquée aussi par un renouveau artistique. On s'intéresse toujours à l'Antiquité, notamment dans l'architecture, on reproduit des œuvres finalement qui s'inspirent des bâtiments grecs ou des bâtiments romains, et puis également dans la peinture, hein, on a cette idée d'humanisme qui se retrouve parce que tout d'un coup, on dessine beaucoup plus les hommes, on fait des portraits, on s'intéresse justement à mettre beaucoup de détails hein, dans ces portraits, on s'intéresse également à l'idée de la beauté, on pense que la beauté, elle répond justement à des codes scientifiques et mathématiques. Donc vous voyez, je vous disais, l'humanisme, c'est faire de la recherche, faire du progrès, justement en mettant l'homme au cœur de ses recherches, et du coup, l'artiste de la Renaissance, il utilise ses connaissances pour représenter finalement les êtres humains. Donc en faisant des portraits, et je vous disais, on pense qu'il y a des codes mathématiques qui permettent de représenter cette beauté, et tout d'un coup, les tableaux, justement, utilisent de la symétrie, ils mettent en place ce qu'on appelle la perspective avec une ligne de fuite. Tout ça, ce sont finalement des procédés mathématiques qui sont justement utilisés dans l'art. Donc voilà, ça c'est pour resituer un petit peu le contexte historique, et puis vous l'aviez vu également, hein, cette période, hein, le 15e, 16e siècle, c'est la période des grandes découvertes, hein, avec entre autres Christophe Colomb, qui découvre l'Amérique et qui justement va entraîner hein, par la suite la colonisation de l'Amérique du Sud, mais également hein, de côtes sur le continent africain, et puis hein, donc différents trajets pour pouvoir faire venir les produits, notamment des Indes, donc de l'Asie, en passant par le sud de l'Afrique, hein, grâce aux Portugais, et puis la mise en place hein, du commerce triangulaire, hein, donc le commerce entre finalement les Européens, le continent africain, et puis l'Amérique, hein, tout ça au profit de l'Europe. Donc ça c'est aussi hein, donc, en même temps de la période qu'on va aborder ensemble à travers ce chapitre. Et puis toujours, pour resituer dans mon contexte historique, vous avez dû voir également que cette période, elle est marquée aussi par des bouleversements religieux qui sont issus finalement de ce courant humaniste, hein, cette idée que finalement tout d'un coup la religion catholique elle est critiquée, notamment le pape et l'autorité du pape est critiquée, le commerce des indulgences est critiqué, hein, le fait que finalement le salut
pouvait être acheté, entre guillemets, à ce moment-là, et la personne qui critique justement, la première personne qui, c'est pas la première personne à critiquer, mais la première personne qui critique et qui est entendue, c'est celui que vous avez ici de représenter, hein, c'est Martin Luther, hein, donc un moine allemand qui justement va créer ce qu'on appelle la réforme protestante, et ça va provoquer donc un schisme, une séparation, hein, de l'église chrétienne catholique en plusieurs églises protestantes, avec justement l'église luthérienne, l'église calviniste et l'église anglicane. Hein, donc finalement l'apparition de différentes religions protestantes. Donc ça, c'est ce que vous avez dû voir dans votre chapitre d'histoire précédent avec Madame Charletti. Avec moi, on avait vu dans notre chapitre précédent que justement tous nos rois de France pendant le Moyen-Âge réussissent à accroître leur pouvoir. Vous vous souvenez, un UKP qui n'est finalement qu'un noble parmi les autres, qu'un grand seigneur parmi les autres, qui a juste le titre de roi, donc son titre et son soi-disant droit divin, et finalement, hein, à la fin finalement de notre période, hein, avec Louis XII, des rois qui ont un domaine royal qui s'est largement étendu, qui constitue la majorité du royaume, hein, ici c'est le royaume sous François Ier, et donc des rois qui sont devenus très puissants, qui contrôlent très bien leur territoire. Hein. Donc on estime que au tout début du XVIe siècle, hein, finalement, nos rois contrôlent intégralement leur territoire, et la noblesse, hein, finalement, est complètement dominée par le roi. D'un point de vue international, hein, quand même, toujours pour introduire, vous voyez cette carte du monde méditerranéen, c'est pareil, je pense que vous l'aviez plus ou moins abordé avec Madame Charletti, parce que cette période du XVIe siècle, c'est une période qui est marquée par des troubles importants en Méditerranée, entre deux puissances, hein, l'empire de Charles Quint, qui est l'empereur d'Espagne, mais également des Pays-Bas, également donc de beaucoup de territoires en Allemagne, c'est tout ce qui est en rose sur ma carte, également de territoires au niveau de l'Italie actuelle, et puis l'empire de Soliman, hein, Soliman c'est le chef de l'empire ottoman, donc si on veut, en simplifiant beaucoup, c'est les descendants finalement des dirigeants du monde musulman, même si c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est plus ou moins ça. Et vous voyez que cet empire ottoman finalement a franchi la limite entre l'Asie et l'Europe, hein, donc l'empire byzantin a complètement disparu, et puis cet empire musulman finalement, cet empire ottoman, il est vraiment aux portes de nos royaumes occidentaux, parce que vous voyez que l'équivalent de la Grèce actuelle, l'équivalent des Balkans actuels, l'équivalent de la Hongrie actuelle, et presque même jusqu'en Autriche actuelle, hein, tous ces territoires sont sous domination ottomane. Donc ça veut dire que au début du XVIe siècle, eh bien, on a un regain des tensions, des conflits qui existent au sein du monde méditerranéen. Et vous voyez que la place de la France, elle est particulière parce qu'elle est quand même entourée, justement, par les possessions de Charles Quint. Ça veut donc dire que nous, au début du XVIe siècle, eh bien, nos rois de France, ils vont plutôt essayer de lutter contre justement cet empire espagnol, cet empire de Charles Quint, parce que ça représente une menace, parce qu'il entoure le territoire. Donc voilà ce que je voulais vous introduire à travers ce chapitre. Donc nous, la question à laquelle on va se poser, c'est comment est-ce que finalement les rois de France réussissent-ils pendant cette période, malgré tous ces changements, hein, Renaissance, humanisme, réforme religieuse, conflits avec les pays voisins, comment est-ce qu'ils vont réussir à mettre en place finalement une monarchie absolue, et quelles vont être finalement les difficultés qu'ils vont rencontrer. Et donc je vous disais, on va s'intéresser donc à différents rois et comment est-ce qu'ils ont dirigé le royaume et quelles sont les mesures qu'ils ont mis en place, quelles sont les difficultés auxquelles ils ont pu être confrontés et comment est-ce qu'ils les ont surpassées. Hein, donc ces rois, c'est principalement François Ier, Henri IV et Louis XIV, même si je vous disais, on allait également évoquer les rois donc, qui se situaient entre ces trois monarques.